Bonjour à tous, bienvenue à Remue Ménage. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un humoriste de plusieurs années de carrière, Geneviève Gagnon. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Très content que tu Plusieurs sois... années, c'est vrai, ça fait plusieurs années, plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Commencé en 2002. 2002. Ça fait Ah, c'est longtemps. ça. T'étais-tu né? Je suis né en 2002. Tu vois? Je vais quitter, merci, bonsoir. T'as commencé quel mois? Avril. Ah, moi, tu vois, je suis né en juin. Fait que... T'étais pas né. Exact. Parfait. Ben écoute, Geneviève, c'est ça, c'est une émission, ça va être une entrevue. Oui. Toi et moi, j'aimerais ça que le public, les téléspectateurs en apprennent davantage sur toi, sur ton parcours de vie, Ouais. ta carrière. Et puis, tu sais, on va commencer avec une première question. C'est, tu viens d'où? T'es originaire de quelle ville au Québec? Tu vois, ça, juste ça, c'est compliqué. Ah ouais? Parce que je suis née à Québec, à Charlebourg, mais mes parents, mon père était là pendant 6 mois pour une job. Je suis née là, fait que c'est juste, je suis née là. Je m'habitais là. Puis mon père, il était dans ce temps-là, dans l'industrie des revues. Il faisait des revues, il était éditeur. Fait qu'on se promenait partout. Fait que j'ai pas de racines. On déménageait à tout bout de champ. Fait que mes racines, c'est ma famille qui habite à Black Lake, dans le bout de Thetford Mines. Chaudière-Appalaches, puis tout ça. Fait que moi, je dis tout le temps, je viens de là parce que c'était là, mon ancrage était là. Noël, la famille, tout le monde était là. Mais sinon, moi, on se promenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'au Québec ou Au aussi... Québec, au Québec, au au Québec. OK. Fait que, tu sais, les Laurentides, après ça, la Rive-Sud, après ça, tu sais, Québec, Ville d'Anjou, Montréal. On se promenait partout, fait que c'est dur pour moi de dire... Puis après ça, on s'est établi à Brossard peut-être quand j'avais en secondaire 1, 12-13 ans. OK, ouais. Puis là, j'ai passé mon adolescence là. Mais sinon, c'est très dur de dire que je viens de quelque part. Fait que tu vois, chaque question, ça va être long de même, mesdames et messieurs. Ben, c'est correct. Puis, t'avais-tu l'intention de devenir humoriste dès que tu sortais des études? En fait, ça n'existait pas. Dans mon temps, le mot humoriste, dans les années 70, ça n'existait pas. C'était des gens qui faisaient des cabarets. Il y avait Claude Blanchard, faisait des jokes de cabaret, des bars, mais ça n'existait pas. Moi, je voulais, très, très jeune, je voulais faire de l'entertainment, je voulais faire du stage, je voulais faire du show business. Le mot show business dans les années 70-80, c'était ça. Le show business, c'était le mot qui était utilisé. Fait que c'est ça que je voulais faire. Mais je ne savais pas quoi, mais je voulais un micro, puis faire soit de la comédie, des pièces de théâtre, du chant, n'importe quoi qui touche les arts. Mais je n'avais pas vraiment mis le doigt dessus. OK. Mais moi, j'étais jeune, je faisais rire, là. C'était inné, là. J'étais la tannante, je faisais rire, je faisais toujours une blague. La vitesse d'esprit était là, je vive d'esprit tout le temps. Fait que tu vois que j'avais un potentiel pour ça, sans savoir que ça existait. Puis après ça, au fil des années, les années 80, puis tout ça sont arrivés. Puis là, Juste pour rire a commencé. Puis là, le mot humoriste a commencé à exister. Puis là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, en regardant Anthony Cavana, puis tout ça, qui habite à Brossard avec moi. Puis bon. Puis je suis allée le voir à Juste pour rire, Anthony Cavana, dans les années 80, les premières années de Juste pour rire au Saint-Denis. On était tous allés le voir parce qu'on était tous énervés. Anthony Cavana était sur le stage. Puis quand j'étais assise dans la salle au Saint-Denis, je regardais la salle, j'ai regardé le stage, puis j'ai dit « comment est-ce qu'il a fait pour se rendre là, tu sais? J'aimerais ça faire ça, c'est ça que je veux faire. » J'avais trouvé, là, enfin, c'était ça. Mais comment tu fais ça, tu sais? Mm-hmm. Fait que après le secondaire, j'ai été refusée au conservatoire. Puis là, je savais plus ce que je voulais faire dans la vie parce que j'ai été refusée, je sais pas quoi faire. Fait que je suis comme partie 1 an vivre aux États-Unis avec un pack-sac match-up. OK. Je suis revenue, je suis rentrée, allée sur le marché du travail, puis après ça, fil en aiguille les années. Après ça, je suis rentrée chez Bell Canada travailler. J'ai rencontré, j'ai eu un enfant, puis là, j'ai eu une job, puis là, c'est un 9 à 5. Puis après ça, mon rêve, il est comme parti. J'ai pas fait ça. Puis là, ma vie était, tu sais, j'avais une belle carrière. Puis là, ma vie a commencé. Puis après ça, je suis devenue gestionnaire. Fait que là, j'avais une carrière en gestion de personnel chez Bell. Puis c'était ça. J'étais partie pour faire ça toute ma vie. Puis j'allais chercher comme ma satisfaction de stage au travail. Tu sais, mettons, les parties de Noël, c'est moi qui étais sur le stage. Faire des réunions pour mon équipe, bien là, j'étais en avant, j'ai fait rire. Fait que j'allais chercher cette petite satisfaction-là, imagine. Jusqu'en 2002, où il y a eu un concours à l'émission L'Écuyer. Patrice L'Écuyer à Radio-Canada, il y avait une émission, un talk show le soir. Puis il disait, si vous êtes drôle dans la vie, puis c'était ça de votre rêve, mais ça n'a pas réussi, écrivez-nous un numéro de 5 minutes, puis envoyez-nous une cassette. C'était des cassettes dans ce temps-là. Je sais que tu me regardes, tu n'as aucune idée de quoi je parle. Je sais bien.
Finalement, au travail, on dit, Geneviève, c'est ta chance. Fait que finalement, vite de même, j'ai fait un numéro. J'ai envoyé à cassette, j'ai gagné ce concours-là. Ah oui. Puis j'étais allée faire le numéro en question à l'émission, en direct à Radio-Canada. Puis là, j'ai pogné une piqûre. J'étais pas bonne, là, tu sais. Je veux dire, même je suis drôle. Tu peux être bien drôle avec tes amis, mais si t'as pas la technique. Fait que là, j'ai touché à quelque chose que j'avais aimé. Fait que je me suis inscrite à l'École nationale de l'humour, mais le soir. Parce que là, j'avais une carrière, j'avais un enfant, un chum, j'avais tout, là, tu sais. Puis là, j'ai pris des cours de base. Fait que là, c'est là que j'ai su que l'humour, c'était de la technique. Il y a beaucoup de la respiration où tu regardes les yeux, comment tu marches, où tu mets tes talons. Tout, je ne savais pas. Quand tu regardes un humoriste sur scène, ça a l'air facile, il nous jase. Hein? Mm-hmm. Il y a de la technique mur à mur là-dedans. Là. Il y a des règles, il y a plein d'affaires là-dedans que je ne savais pas puis que j'ai appris à l'école. Puis après ça, j'ai commencé à faire des bars. Mais sans savoir que je voulais pas faire ça. Là. Moi, j'avais une carrière. Je voulais juste toucher un peu à ça. Je disais à mon chum, puis au travail, j'avais une belle job, là, j'avais eu des promotions pendant ce temps-là, puis tout ça, puis j'avais dit, au moins, je peux aller au bout de mon rêve, fermer ce dossier-là, faire 2-3 shows dans les bars, puis je vais fermer le dossier, puis je vais oublier ça. Mais finalement, les bars, puis il y avait beaucoup de bars. Puis il y avait des gros bars. À Saint-Lazare, c'était le bar qui était populaire, puis à Gatineau, on voulait faire les gros bars. Puis là, je suis rendue dans un gros bar, puis j'étais rendue que je faisais du 45 minutes. Puis là, ça grossissait, cette affaire-là. Mais moi, j'avais une job, là. Je ne voulais plus faire ça, là. Tu sais, je me ramasse avec un gérant. Puis écoute, 2004 arrive, 2005 arrive, 2006, moi, je continue à faire des bars, des shows, des corpos. J'ai ma job. Là arrive, à un moment donné, Juste pour rire. Le rêve de tout humoriste de faire les galas Juste pour rire. Là, j'ai fait mon premier gala. Après ça, j'ai fait des galas pendant plusieurs années. J'ai fait beaucoup de galas. En fait, si tu accumules Juste pour rire et Le Grand Rire Bleu, ça s'appelait Le Grand Rire Bleu à Québec, qui est devenu Comédie A à Québec. Mm-hmm. Puis là, qui est maintenant Juste pour rire Québec-Montréal. Mais j'ai fait tous ces galas-là dehors, partout. Puis j'ai fait une carrière parallèle à mon autre pendant plusieurs années. Ah oui. Fait que t'étais gestionnaire puis t'étais humoriste. Les deux, oui. Je travaillais énormément. Fait que de jour... la grosse gestion du budget, parler d'affaires, puis après ça, le soir, j'avais le linge dans le char, le maquillage, j'allais faire 2 heures de char, mettais mon cadran, me levais. Parce que je savais que l'humour, c'était pour arrêter à un moment donné. Ça ne peut pas continuer si je ne donne pas toute mon énergie là-dedans. Jusqu'au jour où il y a un producteur qui a dit « T'es drôle, on aimerait ça faire ton one-man show. » J'ai fait, un one-man show, c'est toute une histoire. Là. Du monde travaille pour toi. Tu as des techniciens, ton décor. Les diffuseurs, c'est-à-dire les grandes salles du Québec, achètent ton show. Là, ça, c'est une autre affaire. Ils vont-tu acheter mon show? Ils ont tout acheté mon show. Fait que je suis partie 3 ans en tournée. Mais là, une tournée avec une équipe, avec toi, tu peux plus faire les deux. Mm. Alors, j'ai laissé ma grosse job avec les salaires que j'avais. J'avais un bon salaire. J'avais... les bonnes conditions de travail les conditions de travail, les assurances. Maintenant, je les apprécie parce que quand j'ai tout laissé ça, c'est là que j'ai plus eu de fun. L'insécurité. Là, tu fais des shows, mais tu n'es pas payé très cher parce que le producteur te part. Là. Lui, il met 200 000 sur toi. Là. Fait que les premiers tickets qui se vendent, là, lui, il veut se repayer. Là. Mm-hmm. Fait que toi, tu es payé minimum UDA. Là. Fait que tu fais pas grand-chose avec ça. Finalement, j'ai fait 3 ans de tournée, plus ou moins qui a marché, parce que je n'étais pas connue. Le monde ne me connaît pas, là. Moi, ça va bien. Mes shows sont drôles. Moi, je pense que je suis drôle avec une belle... J'étais bien entourée. Mes textes étaient bons. J'avais une belle équipe. Mais le monde, il n'achète pas un billet. Il s'apouche qui. Puis dans ce temps-là, Facebook commençait vers 2010, 2011. C'est pas ce que c'est aujourd'hui, là, qu'on fait des vidéos. Fait qu'on mettait de l'argent dans le Journal de Montréal, mais le monde ne l'achetait pas. Je suis pas à radio, je suis pas à TV, je suis pas nulle part. Le monde n'ira pas payer un show qu'ils ne connaissent pas parce que je suis dans le Journal de Montréal. Fait que ça marchait plus ou moins. Le show. Quand le monde était dans la salle, là, j'avais des standing ovations. Le show était vraiment bon. Mais pour faire venir les gens dans la salle, c'était là le problème. Fait que c'était une belle expérience, plus ou moins. J'ai tiré à la plug, puis c'est là que j'ai dit, je ne veux plus jamais faire ça pour vivre. C'est sûr, je ne veux pas faire ça pour vivre. J'ai pas les nerfs, j'ai pas le caractère pour ça. Parce que tu peux avoir des bons contrats payants, mais il faut que tu gardes tes sous parce que tu ne sais pas si tu vas en avoir un autre après. C'est très, très dur. Il y en a qui sont faits pour ça. Moi, je ne l'ai pas faite pour ça. Fait que j'ai décidé de faire juste du privé. Le one-woman show, je ne veux plus rien savoir de ça. C'est un cauchemar. Il faut que tu vendes des billets. Il faut que ton équipe vive. Il faut que ton technicien vive. C'était pas une pression. Fait que j'étais même plus drôle à la fin, là, tu sais.
Fait que j'ai arrêté de faire ça, puis je suis retournée sur le milieu, dans le milieu. As-tu fait boum, mesdames et messieurs? Bon. Je suis retournée sur le milieu en gestion de personnel. C'est ça que j'aime faire. Puis je fais de l'humour au privé, c'est-à-dire les compagnies, les villes, les shows bénéfices, les levées de fonds. Ça, j'ai toujours continué. Fait que j'ai un cachet. Je vends pas de billets, puis je fais mes shows. Puis ça a toujours été. Puis là, je fais aussi des conférences. Fait que j'ai les deux. Des conférences humoristiques sur plein de sujets bien drôles. Puis j'ai mon show d'humour qui est deux choses différentes. C'est un peu... je suis un peu semi-grivoise, semi-crue, mais pas vulgaire. OK. C'est ça, mon genre d'humour. Ça rentre dedans. Puis la conférence, c'est d'autres choses. C'est une autre couleur. Fait que je fais les deux. Fait que je travaille énormément, tu sais. Mais je pense aussi, t'expliquais, là, tes conférences humoristiques, c'est-tu juste centré sur la satire courte automne? C'est pas juste centré, c'est la partie de courte automne parce que j'ai écrit des livres là-dessus, puis ça a tellement été un succès que j'en ai fait des conférences. Mais la conférence, au fil des ans, elle a changé. Fait qu'elle s'adresse à... Je vais dans beaucoup de compagnies, différentes compagnies pour parler de... Ça, c'est l'ambition, la confiance en soi, c'est quoi le milieu du travail, c'est quoi prendre soin de soi, de sa santé mentale, sa santé physique. Fait qu'il y a tellement de sphères que je vais autant dans les bibliothèques, les villes, les municipalités, les compagnies, les agences. Je vais partout, même en show. Ils prennent ma conférence. Même pour un show d'humour, ils prennent ma conférence aussi parce qu'elle est humoristique. Fait que elle est parfaite pour toutes les sauces, ma conférence. Fait qu'elle a comme évolué, là. Puis ça, les conférences, tu disais tantôt que les spectacles, tu étais talentueuse, mais tu n'avais pas un nom. Ça, quand tu fais des conférences, c'est-tu le même problème ou là, quand les gens Non, parce viennent que te voir... les conférences, c'est pas comme l'humour. Hein? Il y a le monde dans le milieu, les gens qui courent les conférences, ils veulent des messages. Fait que des fois, ils connaissent les conférenciers, mais des fois, ils les connaissent pas, mais ils veulent voir la conférence parce qu'ils ont quelque chose à aller chercher là-dedans. L'humour en salle, quand tu payes un billet 50$, ils veulent voir un humoriste qu'ils aiment, puis qu'ils connaissent, puis ils ont des attentes. En conférence, ils ont pas, ça leur dérange pas de pas connaître. Fait que c'est pas la même affaire. Je comprends. Puis ça, as-tu dû faire des formations? Parce que là, tu t'expliquais sur les conditions de travail, la confiance en soi, ou tu parles juste de tes expériences de vie passée? Non, je parle de, en fait, les messages, je parle de mes expériences, du message suite à mes livres, puis du fait que moi, je suis comme ça. OK. Moi, je suis comme ça. Moi, oui, j'ai pris de la formation, bien sûr, en ressources humaines en gestion de personnel. Tu es un peu... faut aller chercher le plein potentiel des humains. Il faut que tu connaisses les humains. Il faut que tu connaisses le thinking en arrière d'un humain. Quand tu jases avec un humain, quand tu vas chercher quelqu'un, moi, je sais ce que je recherche en entrevue. Je sais ce que je recherche. Mais ça, c'est de la formation, c'est sûr. Fait que c'est sûr que ça aide quand tu donnes une conférence sur... l'ambition, puis de foncer, puis d'avoir confiance en soi, là, ça aide aussi, Oui. Et puis, t'expliquais, à cette heure-là, tu t'amuses plus à faire des événements ou des activités corporatives. C'est-tu le même principe que les conférences? Est-ce qu'ils savent d'avance qui va être l'invité d'honneur pour les faire rire? Eh bien, ça dépend les conférenciers. Comme là, je reçois des compagnie. On cherche une conférencière qui va nous brasser un peu. On est tombé sur ton site. Il y a quelqu'un qui te connaît. On aimerait ça t'avoir. Des choses comme ça. Là. Mais dans le milieu, il y a des bookers. Puis il y a des agences aussi qui font, mettons, qu'un client appelle une agence puis il dit « Bon, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble. As-tu quelqu'un pour moi cette année? » Puis là, les agences me connaissent toutes. Fait qu'ils ils pitchent. Il y a elle qui pourrait faire tel show. Fait qu'ils achètent à travers les agences. Je suis pas mal dans beaucoup d'agences. OK. Puis, tu as expliqué un petit peu l'intérêt du métier d'aller en humour. Puis, quand tu voulais être gestionnaire, c'était-tu un intérêt familial ou un intérêt personnel? Pour être gestionnaire? T'avais-tu quelqu'un dans la famille qui était en finance ou c'était directement toi qui voulais être gestionnaire? Je veux dire gestionnaire pour gérer des équipes. Oh, OK. Oui. Je pensais que c'était comme... J'étais une directrice j'étais en gestion de personnel dans des compagnies. J'étais chez Bell, maintenant je suis en assurance. OK. Mais c'est comme tu l'expliquais, c'est de job-in en job-in, puis là, t'as trouvé ça qui c'est pas des job-in, c'est des carrières de gestion. En gestion, là, dans des compagnies comme chez Bell, d'ailleurs. J'avais des grosses équipes, là, j'avais une belle carrière. Puis après ça, c'est ça. Puis là, tu as de la formation en gestion. En gestion de personnel, ça te prend de formation. OK. Comment tu apprends les normes du travail, tu apprends les normes, tu apprends les ressources humaines. Il faut peut-être des connaissances pour gérer une équipe, aller chercher des
voyons, des chiffres, en tout cas, des... Voyons, j'ai le mot pas de mes budgets, mais bref, c'est ça. Faut que la gestion de personnel, j'ai un mot qui m'a complètement échappé. T'avais comme Les objectifs. objectif, Bon, OK. vierge, de vierge. Je fais un ACV. Ouais. Mais voilà. Puis, tu sais, tu as parlé un petit peu du métier. Tu dirais-tu, mettons, pour ceux qui se lancent en humour ou même ceux qui, Il y en a qui ont déjà beaucoup une qui se carrière? lancent en humour. Oui, oui. Ça allait exploser, je pense, C'est depuis terrible. les années 80. Oui. Là. Puis, tu avais fait quelle formation à l'École nationale de l'humour? Non, tu avais fait les formations du soir, Oui. tu disais. Oui, en écriture et en présentation de numéros. Avoir une base technique. T'avais-tu voulu après ça faire la formation d'1 an? Qui soit Jamais. Jamais? Jamais dans ma vie, j'aurais été jamais à l'École nationale de l'humour. OK. Fait comme tu dis, c'était juste des cours du soir pour apprendre la Oui, technique. oui, rapidement. oui. OK. Et puis, tu sais, en lien avec l'humour, y aurait-tu des avantages que tu as soulignés au cours de ta carrière? Hein? Les avantages que tu trouves d'être humoriste? Ben, Tu pouvais te compléter sur scène, tu sais, d'avoir ta prestation, mais y avait-tu d'autres... tu faisais-tu ça aussi pour, mettons, être avec le public, avoir des acclamations? Il y en a beaucoup, tu sais, c'est un remède pour leur TDAH ou la dépression. Je sais pas si c'était... Ah, ben moi, je TDAH, ça, c'est sûr, mais non, je sais pas quoi répondre parce que pour moi, ça fait ça fait 20 ans que je fais ça. Avant ça, c'était un rêve. Fait que ça fait partie de moi. OK. C'était comme écrit dans le ciel que je devais aller là. Le chemin était plus dur, mais l'avantage, c'est que je suis heureuse sur un stage. Je vis sur un stage, c'est là ma place. J'ai une confiance absolue. J'ai peur de rien sur un stage. Tu peux avoir le pire colon qui m'envoie, qui me parle dans la salle, rien qui me déstabilise. Fait que j'étais à mon meilleur, en fait, sur un stage. OK. Ouais. C'est bien dit, En ça. performance. Puis, tu sais, y avait-tu des inconvénients, des désavantages, tu dirais, à être... Ben, pas sur stage. Ben, dans ça, c'est sûr qu'il y a toujours les conditions qui sont pas toujours idéales. C'est pas une routine, cette job-là. Hein? Quand tu fais de l'humour, il n'y a pas de routine. Tu sais, quand tu rentres au travail, il y a une routine. Tu connais ton bureau, tu sais quoi ta journée, tu connais tes collègues de travail. Mais de l'humour, à chaque fois que tu prends ton auto, tu vas à une adresse, tu vas faire un show, c'est à recommencer. Séduction du public. Est-ce que le monde va te trouver ça drôle? Est-ce qu'ils sont en mesure? Sont-tu aptes à t'écouter ou sont sous ou ils sont obligés de t'écouter parce que leur boss a payé un humoriste? Tu sais, on ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber. Le stage, il va-tu ouvrir? Il est-tu solide? Il branle-tu? Le micro va-tu... On ne le sait pas. On ne sait jamais dans quoi on... Ça peut arriver des problèmes techniques. Tout arrive. Ça, c'est ça l'école. L'école, c'est faut que tu ailles dans les bars, faut que tu fasses des tournées, faut que tu ailles dans des places louches, faut que tu fasses face à toutes les situations pour être un bon humoriste. OK. Ça, c'est mon opinion. T'avais-tu une première partie? Dans mon show, moi, j'ai jamais eu de première. Moi, j'ai fait les premières parties, mais moi, je n'en ai jamais eu. T'as fait les premières parties de qui? Une couple d'années, Cathy Gauthier. J'ai fait Lise souvent. Sinon, c'était des premières parties qui me demandaient sur le fly de même. J'en ai fait beaucoup. Peter McLeod, ouais. Tu as dit Lise Dion? Oui, OK. Lise Dion. C'est pas... Ben oui, pas fort, hein, Lise, le loup! Ouais, qui est une amie dans la vie. Ah, ouais. Très bien. Et puis, si tu m'expliquais un petit peu tantôt, tu avais pas mal accompli ce que tu cherchais à réaliser en humour, mais t'avais-tu d'autres ambitions à aller chercher? Non, là, en humour, je me suis aperçue qu'il faut que je le fasse en loisir pour bien l'apprécier. Fait que moi, c'est un loisir maintenant. C'est pas un gagne-pain. Alors, le fait que c'est un loisir, je choisis où je joue. Je choisis les gigs que je dis oui parce que j'ai toujours des demandes pour aller faire des shows. Tout le temps. Puis, c'est le fun de pouvoir choisir où tu vas. Fait que j'aime ça. Puis, je suis aussi un peu productrice. C'est-à-dire que j'ai des soirées d'humour aussi que je produis. Une à Granby, dont c'est mon fils maintenant qui a pris la relève de l'animation qui commence en humour. Fait que ça marche. Ça fait 4 saisons, 2 ans. Et j'en ai une que moi, j'anime à Chambly une fois par mois. Fait que l'animation dans un comedy club où je reçois des humoristes que moi, je choisis, que j'invite à ma soirée. Fait que ça, c'est le fun parce que ça tient le cerveau en vie. Tu fais des nouveaux numéros comme ça. Fait que j'ai j'ai 2 soirées à moi
que je m'occupe, en Puis, fait. est-ce qu'animer une soirée, puis, admettons, être un invité à cette soirée-là, puis faire un... C'est-tu un 10 minutes, 15 minutes que tes invités vont faire? À Granby, avec Covop, d'ailleurs, c'est la production Covop qui fait ça avec Philippe Vaillancourt. En fait, cette soirée-là, à Chambly, c'est toutes des 15 minutes. C'est 4 humoristes qui font 15 minutes qu'on fait découvrir au public. Puis à Granby, c'est moi qui, avec Social Bar, qui produit ce show-là. C'est 2 humoristes en première partie, une entracte et un humoriste qui fait un headline, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il fait 45 minutes. OK, lui, il fait C'est 45 2 minutes. formules différentes. Puis le headline, c'est-tu l'humoriste qui est mis en fiche en tête d'affiche? Oui, c'est plus une tête d'affiche un petit peu plus établie que les 2 premières parties. À Granby, on a décidé de mettre l'emphase sur faire connaître les émergents, les nouveaux. Parce que mon fils, c'est un nouveau. Il commence en humour, il commence à sa soirée d'humour, il commence en animation, fait qu'on veut faire découvrir des humoristes. Mais dans ça, il se glisse des humoristes un peu plus établis. OK. Des fois, de temps en temps, c'est mes amis, je les amène. Fait que là, ouais. En deuxième partie, un petit peu plus d'expérience. Fait Parfait. que, ouais. Puis ton fils, est-ce que comme toi, il a fait que des cours du soir? As-tu fait Il l'école nationale? n'a rien fait. Il t'a déjà... Est-ce que tu l'as déjà amené sur scène avec toi? Là, oui, on fait de la scène ensemble. Des fois, je l'invite. Tout ça, mais on n'a jamais été ensemble sur scène. On n'a pas fait de numéro ensemble. OK. Mais il n'a pas fait l'école parce que lui aussi a une carrière puis il ne veut pas tout laisser pour aller à l'école. Mais c'est une passion depuis qu'il est très jeune. Et il venait avec moi dans les coulisses, là, tu sais. Fait que... C'est une passion que tu penses-tu que tu lui as donné ta passion? Il est né avec ça. Ah oui? Il fait de l'impro toute sa vie. Il était dans tous les shows étudiants, il était là. Fait que tu vois que c'est de famille. Là. On a ça en dedans là, qu'on veut faire ça. Ouais. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'impro d'ailleurs. Fait que non, il est pas mal là-dedans, mais c'est pas évident aujourd'hui non plus. Il y en a beaucoup. Le monde est plus évolué. Le monde a plus accès à comment ça marche l'humour. Tu as plus accès à bien des affaires qu'avant où l'humoriste avait accès quand tu te déplaçais pour le voir. Maintenant, il est partout. Hein? Il est sur TikTok, il est partout. Tu as plus accès. Fait que c'est plus dur, moi, je pense, de te démarquer. Mais tu sais, il n'y a pas une époque plus facile que l'autre. Elle est juste différente. Je te demande ça rapidement. Tu penses que c'est un désavantage d'être une femme quand tu as commencé? Non, pas pour moi. Tu parleras à d'autres femmes de mon époque, te dirais peut-être oui. Je pense que c'est personnel. Moi, j'ai jamais eu un désavantage. Moi, je suis rentrée comme une tonne de briques partout, puis je sais pas c'est quoi un désavantage d'être femme humoriste. Okay. Moi, je ne l'ai pas senti. Puis jamais d'oppression non plus des autres humoristes, là? La pression? Il n'y a jamais eu de compétition, ça a toujours été... Tu parles de la compétition. Non, c'est sûr que quand tu es une gang d'humoristes sur un show, tu regardes les autres, tu veux pas être en dessous d'eux autres. Là. Tu veux scorer comme eux autres. Mm-hmm. Puis des fois, c'est fâchant. Tu fais comme, on dit, j'aurais aimé ça scorer, mais c'est... Moi, je l'ai pas, ça, l'esprit compétitif. Là. Je m'en contre-torche. Il faut que tout le monde soit bon, puis c'est tout, tu sais. Mais sûrement que ça existe comme n'importe quel métier. Il y a toujours quelqu'un qui est en compétition avec n'importe quoi, puis qui veut être meilleur, puis c'est correct. Mais est-ce que je l'ai senti? Non. Non. Je pense, comme tu expliquais aussi, on le sent que tu as une âme à interpréter, tu parles très bien, tu es une bonne vulgarisatrice. Puis tu es une bébête à projet aussi, là, parce que c'est parti d'une passion que tu as voulu réaliser. Après ça, tu as parlé, tu fais des conférences, des événements corporatifs, de l'animation en soirée d'humour. Ouais. Tu fais-tu d'autres projets aussi qui sont reliés à l'humour ou aux alentours? Non, pas vraiment. C'est pas ma... J'ai eu des podcasts en Moses. Est-ce que j'ai joué d'un pêcheur, bien sûr, mais non, ça tourne autour de ça, là, de produire des shows, d'aller chercher les humoristes, d'aller voir les shows. Qu'est-ce qui se passe, les faire jouer chez nous. Il y a beaucoup d'humoristes qui m'écrivent, ils veulent jouer chez nous. Moi, j'ai choisi. Non, c'est important. C'est pas un open mic. Hein. Il y a beaucoup d'open mic. Est-ce que tu sais c'est quoi un open mic? Ça serait quoi la différence entre pour les gens, là, juste les open mic, c'est maintenant, depuis quelques années, c'est très populaire, c'est-à-dire c'est des soirées où tout le monde peut venir faire un numéro de 5 minutes. C'est 5 minutes. T'as pas besoin d'être humoriste. Pas besoin d'être humoriste. C'est un open mic. OK. Mais il y a certains open mic qui choisissent de faire des open mic seulement pour ceux qui sont humoristes. Mais il y a des open mic où tu as déjà voulu faire ça, tu veux l'essayer dans ta vie, viens, c'est ouvert pour toi. Fait que ça, il y en a beaucoup, des open mic. OK. Fait qu'il y en a qui sont nés là-dedans, là. Moi, je veux faire un open mic. Fait qu'il y en a qui m'écrivent et disent « J'aimerais ça aller jouer chez vous. »
Fait que je fais, ben non, tu sais. Il aimerait ça aller jouer dans mon open mic. Moi, j'ai aucun open mic. Il y en a beaucoup. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est une soirée d'humour où tu dois travailler ton texte. Tu l'as testé. T'es nouveau, tu vois, mais moi, je veux pas quelqu'un qui a un bout de papier qui fait comme moi, j'ai le goût de triper à soir, je veux vivre une non, moi, c'est des soirées où il y a du monde. C'est établi, c'est mon choix, c'est ça, c'est sévère. Tu rentres pas chez nous si t'es pas drôle. Parce qu'il y en a qui sont pas drôles. Excusez-moi, tout le monde. Il y en a qui sont pas drôles. Fait que moi, j'ai pas de misère à dire quand tu seras prêt, tu viendras. Oui, ben c'est normal aussi. Là. Il y a différentes sortes de soirées d'humour, puis c'est correct. Les open mic, il y en a en masse. Moi, c'est plus. C'est ça. Tu veux avoir une certaine qualité de contenu. Oui, mais je dis pas que c'est pas de qualité, les open mic. C'est une soirée qui existe. Les gens qui vont voir les open mic savent exactement ce qu'ils s'en vont voir. C'est un choix. Moi, c'est un choix de ne pas faire ces soirées-là. Absolument. Ben oui. Ben oui. Puis au cours, tu sais que ça soit autant, ça peut être gestionnaire aussi, y a-tu des moments clés de ta vie, tu sais, des moments que tu vas te souvenir à tout jamais, qui se sont passés? Des millions. Des millions. Mon premier standing ovation au Saint-Denis, mon premier gala, ça, c'était à tout jamais. Tu vis un standing ovation d'une salle comme le Saint-Denis, que le monde se lève parce qu'ils ont tellement ri. Puis t'es toute seule, petite sur un gros stage. Tu sais, t'es petite sur un stage, hein? T'es tout seul. Tout le monde est en coulisses, t'es toute seule. T'as du monde jusqu'au balcon qui ont payé beaucoup de sous pour venir voir un gala. T'as beaucoup d'artistes sur le gala très connus. Toi, t'arrives, tu fais ton numéro, tu le sais pas. Puis ça rit tellement pendant le numéro que j'ai de la misère à continuer. Puis quand ça finit, il y a un standing ovation qui dure longtemps. Tu reviens chez vous dans l'auto, tu sais que tu n'oublieras jamais, jamais, jamais ça. Jamais. C'est incroyable. Ça doit être intimidant d'être seul sur une scène? En fait, c'est sûr que quand c'est des grosses soirées qui sont prestigieuses ou qui sont de renommée, ça, c'est une pression qui n'est pas le fun. On y va toute la journée. Hein? Dans un gala, tu y vas à partir du matin, tu es dans la salle. Fait que tu t'imprègnes la salle. Tous les techniciens, tout le monde est là, ça fourmille. Il n'y a pas encore le public, bien sûr, mais tu es assis dans la salle. Chacun de notre tour, on passe et ils veulent voir ton son. Ils veulent voir ils te font rentrer d'un bar, sortir de l'autre. Ils te font dire ta ligne ta première ligne, ta dernière ligne. Qu'est-ce que tu vas porter? Faut que tu le mettes sur un support, voir sa caméra. Fait que toute la journée, tu es là. Fait que tu vas sur le stage. Des fois, tu es tout seul sur le stage parce qu'ils sont en train de dîner. Fait que moi, j'allais comme visualiser ma soirée qui s'en venait, c'était vide, puis je regardais. Puis là, quand la soirée arrive, là, t'entends le monde rentrer, t'entends le monde, là, la frénésie dans les... Mais t'es prêt rendu là. T'es pas à Juste pour rire ou dans ces galas-là si t'es pas prêt. Les gens qui vont te chercher, te passent des auditions par-dessus des auditions, puis ils vont te voir dans les salles, puis ils veulent choisir. Ils te choisissent pour aller là, tu sais. Fait que si t'es là, c'est parce que t'es prêt. C'est sûr que c'est la chose la plus... C'est tough, là, tu sais, c'est dur. C'est intimidant parce que d'un coulisses, c'est intimidant. Tu commences à être intimidé dans les coulisses parce que tu croises des Yvon Deschamps, des Michel Courtemanche, des Martin Petit, tu croises tout ce monde-là là, dans les coulisses. Là. C'est un gars-là, il y a de tout. Là. Fait que ça, c'est intimidant. Fait que ça, tu n'es même pas encore sur le stage. Là. Mais après ça, quand il nomme ton nom, la prochaine invitée, Geneviève Gagnon, le ban, il part, les rideaux ouvrent, là, tu es toute seule. Là, tu marches, puis là, tu es toute seule. C'est là que ça embarque. Fait que c'est là qu'il faut que tu sois bon. Puis, y a-tu un ordre qui est plus facile? C'est-tu plus facile de passer en premier sur un spectacle? Ça, on appelle ça le pacing. Il y a des crises de pacing. Il y en a eu beaucoup dans ma carrière, des gens qui faisaient des crises de... Il y a toujours eu tu veux-tu être le premier? Il y en a que oui. Il y en a qui vont dire jamais je vais être le premier. Il y en a qui disent que la meilleure place, c'est le troisième. OK. Il y en a qui vont dire que c'est avant l'entracte quand il y a une entracte. Il y en a qui vont dire que c'est après l'entracte le premier. Puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est quand tu es en dernier. Est-ce qu'il y en a vraiment une meilleure place? Je pense pas. Je pense pas. La personne qui fait le pacing de show quand tu es plusieurs humoristes doit quand même faire un crescendo. Tu ne mets pas une énergie dans le tapis en premier. Chaque humoriste a son énergie, a sa couleur, a sa façon. Fait que là, il faut que tu places ton pacing pour le public pour que lui, ça parte oui. Avec l'énergie. Parce que le premier va être aussi drôle que le dernier, mais peut-être son énergie ne sera pas dans le tapis comme le dernier. Mais il faut tout qu'il soit drôle. Fait que ça, c'est pas du moins drôle au plus drôle. Ils sont tous drôles, c'est juste une question d'énergie. Tu mets pas un magicien qui va cochonner ton plancher avec de l'eau puis des plumes
Puis après ça, tu passeras après, tu le mets à l'entraque pour qu'on nettoie. Tu sais, il y a Oui. toutes sortes de choses à penser quand tu fais ton pacing. OK. Puis tu trouves-tu, c'est-tu vrai qu'il y a une courbe, tu sais, qu'on commence avec un invité fort puis on termine avec un invité fort? Non. Pas vrai pantoute? De moins en moins. Quand j'ai dans mes grandes années, c'était le moins connu au plus connu. Tu finis avec le plus connu. OK. Puis aujourd'hui, ben comme dans mes soirées d'humour, 15 minutes, tout le monde est égal. Fait que on les met mélangés. OK. Toi, dans tes soirées d'humour, c'est ça, tu fais Ça pas du dépend. moins connu au plus J'en ai connu. un, mettons qu'il y en a un comme le dernier, il y en a un qui commençait. Puis les 3 autres, ça faisait 20 ans. Là. C'est OK. sûr, je vais le faire commencer, tu comprends? Oui. Fait que ça dépend de tes invités. OK. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Oui, hein? T'avais-tu un autre moment clé? Ben déjà, ressentir une, tu sais, t'as une ovation, c'est quoi qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur C'est de toi? incroyable. C'est épouvantable. Tu peux pas. Le monde se lève pour toi, là, à cause de toi, de ton talent, de toi. Il y a personne. Tu sais, t'es tout seul, puis t'as livré la marchandise. Ça fait mal tellement que c'est. Tu dis, ça se peut pas. Fait que là, tu retournes en arrière, puis il continue. Fait qu'il fallait que je revienne. Ah oui, Fait que j'ai pleuré, je pleurais, oui, puis effectivement. c'est une émotion qui est indescriptible. Il y en a qui vivent ça tout le temps. Tu sais, tu peux pas t'habituer, puis tu peux pas prendre ça pour acquis. Et je le crois quand un artiste va chercher un trophée à chaque année, puis dire, mon Dieu, je le crois qu'il est encore après 30 trophées. On pense, ben, il doit être habitué. Non, il est encore dans la gratitude. J'en reviens pas. C'est sincère, c'est gros, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est vraiment fort. Des moments forts, j'en ai eu plusieurs. Quand j'ai tourné Les Pêcheurs, ça, c'est des gros moments forts dans ma vie. Après ça, de te voir à la télé avec un rôle. Moi, je suis humoriste. Fait que je joue pas de rôle. C'est Geneviève qui parle. C'est mes textes, c'est ma couleur. Mais jouer un texte de monde, là, c'est complètement différent. Avec d'autres mondes qui parlent Mhm. avec toi. C'est dur, on est tout seul, là. Un humoriste, c'est tout seul. Je peux me tromper, peut me batiner, peut faire ce que je veux. Mais là, mettons que j'ai une ligne, puis l'autre, il y a une ligne. Puis là, je marche. Il faut que quand il a dit ce mot-là, moi, il faut que je marche, puis je sois à la bonne place. C'est tout ça. Moi, j'étais comme, c'est donc bien compliqué d'être comédien. Fait que ça, c'était un beau moment. Vraiment, là, c'était vraiment le fun, ouais. T'as aimé ça, d'être sur J'ai les plateaux de capoté. tournage? Capoté bien raide. Capoté bien raide. Hey, j'étais arrivée, ça coche. Mes textes, après. Puis t'apprends pas juste ton texte, hein, t'apprends ceux des autres parce que lui, il parle avant tout, faut que tu saches ce qu'il dit. Toi, quand t'embarques, puis l'autre après, puis l'autre qui revient, puis il faut tout t'apprendre, là, tu sais. C'est du stock, là. Fait que j'ai capoté bien raide. Tu trouvais-tu que les journées de tournage étaient longues? Non. Non? Non, mais j'étais toute sur les scènes. OK. Mais c'était un 12 heures. C'était-tu un 10 heures ou un 12 heures? C'était 12 heures facile. Ah, c'est ça, ouais. C'était 12 heures, ouais. OK. Puis ça aussi, tu sais, Ben, t'as moi, je adoré. tripais, là. Ben oui. Mais c'est magique, hein, sur un C'est plateau très, de très tournage. magique. Tu sais, t'étudies là-dedans. Ben oui, j'en ai fait aussi C'est- quelques plateaux. C'est capoté, là. J'ai pas fait beaucoup de comiques encore, mais t'as que fait de la série télévisée, hein? Ouais. OK. Ben, tu sais... Ben, c'est la seule, là, que ça. J'ai juste fait Les Pêcheurs 2 saisons. Mais si tu as l'opportunité, tu sais, à un moment donné, que ce soit d'avoir un rôle en cinéma ou même en publicité, tu vas voir le rythme, ces plateaux est différent parce que c'est pas le même nombre de pages qui est réalisé par Ouais. jour. C'était-tu du 12-15 pages? Ah, Là, je je te sais pas. demande une question technique. Aucune OK. idée. Ben, Nous autres, on avait nos pages, là, on en recevait. Il y avait une V1, V2, 23. Moi, j'avais Ouais. beau, là, elle changeait, puis elle changeait juste avant qu'on tourne. Là. OK. Puis là, les petits, on avait ça en petit, puis là, ils nous l'envoyaient. Là, je regardais, on le mettait là, on faisait la scène. Puis en plus, il fallait refaire les scènes parce qu'il n'y avait pas 3 caméras, il y en avait juste une. Fait que là, on l'a fait Oui, parce oui, qu'il me filme, on la refait parce qu'il refilme là, puis on la refait parce qu'il refilme là. Fait que là, il fallait faire les mêmes affaires, aller reporter le café à la même ligne, aller reporter l'eau à la même ligne, retourner avec ma cafetière. Tandis qu'ils disaient qu'avec bien du budget, ils font une shot, puis il y a des caméras partout. Tu sais, j'ai tout compris ça, mais c'est intéressant. Il y a du monde. C'est un plateau. Il y en a beaucoup, hein? Ah, Saint-Ada, un qui est à côté, assis avec la caméra, l'autre qui est là, l'autre en arrière, l'autre qui crie « Laissez la pause, on va être en retard! » Et là, c'est un autre monde complètement. Ça paraît pas, mais en québécois, pour une série télévisée, il y a à peu près entre 40 et 50 personnes. Ah, ben oui, Ah oui. Tous les départements, les comédiens, les figurants. Capote. Moi, j'avais du fun avec les figurants en plus, on riait, puis ouais, c'était vraiment le fun. Parfait. Puis, que ça soit, mettons, quand tu te regardais en humour ou même à la télévision, t'avais-tu un aspect critique envers toi? Oui. Ben c'est correct aussi, là.
moi, j'ai appris avec François Léveillé, un humoriste extraordinaire, qui disait faut que tu te filmes, faut que tu te regardes. Puis c'était la chose la plus difficile à faire parce que ma voix, je l'aimais pas, j'aimais pas ce que je disais. Mais c'est de même que tu vas grandir si tu te regardes. Tu vas dire ça se peut pas, je peux pas parler de même. Faut que tu t'auto-évalues pour avancer puis t'améliorer. Mais c'était tough, ben oui. À la télévision, j'aimais ça. J'aimais mieux me regarder quand j'étais dans un rôle au pêcheur qu'en humour. Ah oui? Ouais. Ben là, c'est ça. C'était pas ton texte que tu disais, c'était le texte de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis ben c'est... Puis j'étais dirigée, t'es dirigée. Absolument. Tu sais, c'était Pascal Leroux, le réalisateur. C'est un extraordinaire qui te donne des chances. Puis, fait que quand t'es dirigé, c'est merveilleux, là. Dis-le de même, OK? Dis-le fâché, dis-le pas de même, dis-le de même, OK? Fais-le. On repart de là, sourire, regarde là, regarde. T'es dirigé, là. Fait que... Puis j'avais il donnait... parce que j'ai juste connu un plateau, mais je pouvais mettre en bouche son texte. Je pouvais dire à ma manière, tu sais, bien, sans le changer trop, je pouvais. Mettons, ça sortait en Geneviève, fait qu'il disait, laisse ça de même, c'est parfait. Même si j'avais changé un petit peu la ligne, c'était vraiment le fun, ça. Tu trouvais que c'est ça, le personnage, ben, tu étais capable de bien imprégner le personnage. Absolument. Ah, ben, tu penses-tu que le personnage avait été écrit pour toi? En fait, il n'a pas été écrit pour moi. On a passé une audition. Lui, Martin et Pascal, Martin Petit me connaissait. Fait qu'il voyait 3 personnes. Il y avait 3 filles en tête. Fait qu'il nous a toutes passées en audition. Ouais. Puis c'est moi qui l'ai eu. Puis là, il dit, c'est fait pour toi, ce rôle-là. Puis effectivement, il me fait bien. Elle est niaiseuse, elle est niaiseuse, elle est niaiseuse. Ça me fait tellement bien. Parfait. Puis si je reviens un petit peu en humour, Ouais. tu disais que s'enregistrer, est-ce que c'était-tu avec une caméra ou c'était avec ton téléphone? C'est juste la voix que tu enregistrais? Ben là, mais quand tu me dis ça, t'as regardé, c'est parce que ça passait à la TV, les gars-là, fait que je me voyais. Mais ça quand tu te critiquais? Là, ça dépend. C'est toujours avec un téléphone. C'était souvent avec le téléphone, ouais. Puis, comment t'arrivais à créer un numéro d'humour? Des anecdotes. Des anecdotes? Que des anecdotes. J'ai eu quelques numéros d'humour que j'ai écrits avec des writers. J'avais une idée, mais je savais pas où m'en aller, fait qu'on les écrit ensemble, qui est plus difficile pour moi à apprendre parce que ça sort pas de... C'est mon anecdote, mais elle n'est pas écrite au complet. Mm-hmm. Mais mes meilleurs numéros où j'ai livré le mieux, c'est ceux que moi, j'ai vécu. Mes anecdotes à moi. Après ça, je les travaille, je les punch, c'est bon, on l'attend, mais ça part d'un réel, fait que j'ai pas besoin de texte. J'ai beaucoup de choses qui n'ont pas de texte. Okay. Je le fais sans arrêt parce que il m'habite, le numéro. C'est ça, c'est des anecdotes que tu connais par cœur. Oui, que j'ai vécues. Fait que là, je les travaille après. Je le vis, je le raconte, mais là, après ça, là, je le punch. Là, je rentre ma technique dedans. Il y a des mots, tu peux juste switcher de bord, puis ça change toute ta phrase. Fait que ça, j'ai travaillé après, ouais. OK. Très intéressant. Puis, tes anecdotes, c'est, je dirais... Du quotidien. Du quotidien? Des gaffes du quotidien, des choses que tout le monde aime, que moi, j'aime pas, je comprends pas, ça, je vais y aller... Tout le monde aime ça, se faire masser. Moi, je te ramasse ça, le massage, le tamping. J'invente rien d'un sujet, mais ça, je le dis à ma manière, tu comprends? Des dates, n'importe quoi, du quotidien. OK. Fait que, ouais, là, je beurre, puis là, tu mets une caricature autour de ça, puis... Je demande ça parce que je ne suis pas au courant. As-tu déjà reçu des récompenses ou des prix? Non, mais j'étais en nomination pendant 2 ans au Gala des Oliviers, mais j'ai pas gagné de prix. OK. Ben ça, tu vois, mon père a un ami qui est documentariste, puis il disait que c'est vraiment d'être nominé qui est plus important que de remporter un prix. Ah, ben t'es d'accord toi aussi. Absolument. Quand tu es en nomination, ça a tout son sens. Là, tu es en nomination. Après ça, c'est le fun de gagner un prix, mais souvent, ça, c'est le bout de la merde, gagner un prix, mais en nomination, tu as réussi. Là, c'est pas que tu réussis pas si tu n'es pas en nomination, mais un accomplissement. Oui, c'est ça. Ben, ça prouve encore plus que tu es à la bonne place. Ouais. Ben, puis, te souviens-tu, c'était pour quelle catégorie? Ben oui, le premier, c'était la relève. OK. Au début. Puis après ça a été pour les capsules de Courte-Automne, parce que c'était de l'humour. Oui, capsule web. Oui. OK. Parce que Courte-Automne, c'est des capsules. Ce sont plusieurs centaines de capsules qui existent, que j'ai tournées. T'en fais-tu encore? Moins. Je ne vais pas faire de... Ben ça a été gros, Courte-Automne. Après ça, j'ai eu des compagnies qui voulaient m'acheter. Le contenu?
acheter le contenu ou acheter Courtautoun, mettre ça à la télévision, mais là, il te demandait de faire des capsules tant par jour, tant là. À partir du moment que j'ai eu des demandes, j'ai pas de création. Fait que j'ai rien vendu, j'ai eu des grosses difficultés, tu sais, des décisions à prendre de ne pas prendre l'argent parce que parce que si ça tue, tu sais, à partir du moment de dire bon là je t'achète, voici à partir du moment qu'il y a des attentes, ma création meurt. Moi je fais mes capsules quand j'ai des idées. J'en avais beaucoup, puis là j'en avais moins. Fait que quand j'ai une idée, j'en fais, puis quand j'en ai pas, j'en fais pas. Fait que Mais c'est intéressant. Tu n'avais pas le souci tu sais, de Je satisfaire une clientèle. Je veux rien savoir de ça. Je ne veux pas appartenir à personne. Oui, c'est le fun de recevoir des sous. Mais après ça, là, tu signes tes droits. Les capsules ne t'appartiennent plus. Ils font ce qu'ils veulent avec. Là, il faudrait que tu me fasses une capsule. À un moment donné, j'avais signé un contrat. On aimerait ça, je ne dirais pas c'est quoi, mais je disais, c'est bien le fun, ça m'appelle. Je vais les faire pour vous. Par rapport à un sujet, là, c'était pas... il aimait mes affaires. Fait que là, je fais la capsule. Il m'engage moi parce qu'il aime ce que je fais, mon humour, ma façon de penser, tout ça. On aimerait ça. Parfait. On s'entend. Et là, je fais les capsules. Puis là, avant de faire la capsule, il disait, on aimerait ça que tu donnes... Ce mot-là soit dedans, ce mot-là soit dedans. Fait que j'ai fait... J'en fais une, on arrête ça. Tu viens de me prendre, tu prends ce que je te donne, tu me demandes pas de mettre des mots, sinon on arrête. Fait que à partir du moment que tu as un contrat puis te donne des sous, là, tu as des demandes. Puis là, ça tue exactement tout ce qu'ils ont aimé de toi, c'est plus là. Tu sais, fait que c'est ça qui est bien, bien difficile. Non, je comprends. Ben, tu deviens une sorte de marionnette, là. Mais c'est correct en même temps qu'ils ont... Ça fait du bien de boire de l'eau. Ah ouais, quand t'as bu, j'ai bu, fait que le pauvre autres, ils m'envoient une gorgée à... Au moins, c'est audiovisuel. C'est pas comme si c'était un balado à radio. Ouais, mais on entend gorger là-dedans, là. Hey, gars, Ben, c'est pas c'est grave. pas la fin du monde. Ils m'enverront des notes. On a entendu ta gorgée. Puis, mais ouais, c'est ça. Tu te sens un petit peu comme une marionnette, le rendu Ben, là. c'est pas tant une marionnette, mais ils sont pas malveillants, les gens qui font ça. Là, ils font comme là, ça serait le fun, YouTube. Mais laisse-moi aller. C'est quoi tu veux, là, tu sais? Mais ces demandes-là, pour moi, c'est pas... Il y en a qui vont faire parfait, je te fais ça. Moi, c'est impossible. Parfait. Puis, tes inspirations, tu sais, qu'est-ce qui... Courtautoun, c'était quoi l'inspiration? Ben la course à pied, en fait, c'était Dominique Arpin avec son émission Courte au jour. Lui a fait une émission sur la course à pied qui s'appelle Courte au jour, 3 ans, à ma TV, justement. OK, ouais. Puis j'ai commencé à écouter ça, puis grâce à lui, j'ai commencé à courir. Puis j'aimais tellement l'émission, mais il invitait des artistes à courir avec lui, mais moi, je n'étais pas assez connue, fait que j'ai fait ma propre émission, une parodie. Fait qu'au lieu d'appeler ça Courte au jour, j'appelais ça Courtautoun. Je faisais comme lui. Fait que je faisais des capsules comme lui. Lui, il parle de la course à pied, quoi me porter, puis c'est quoi les trucs. Fait que je faisais la même chose que lui, mais en parodie. Avec des invités aussi? Non, j'étais toute seule. OK. Mais je faisais des parodies, là. Achetez-vous des bons... Si vous avez des cuisses dépendantes affectives, c'est-à-dire la cuisse qui touche l'autre, c'est d'avoir des bonnes culottes, d'avoir des bons soutiens. Je faisais beaucoup de jokes. Fait que là, ça a fait fureur. Puis j'ai été invitée à son émission après ça, à la radio. Écoute, c'est parti partout. Fait que, c'était quoi ta question? Pourquoi je dis ça? Ben, je demandais, je demandais l'inspiration de Courtautoun, mais c'était aussi de savoir, tu sais, quand tu as commencé, s'il n'y avait pas eu des humoristes qui t'avaient influencé, si tu avais des inspirations. Non, en fait, quand j'ai commencé Courtautoun avec mon cellulaire, il n'y avait pas tant de monde que ça qui courait puis qui marchait avec un cellulaire, qui se filmait. Il n'y avait pas tant que ça. Je te dirais même que c'était dans les débuts. Puis moi, c'est devenu viral, là. Puis là, le monde a commencé à... Mais moi, je suis comme partie d'une mode de faire des capsules en marchant dehors. Ça a été gros, là. Ça a été très, très gros, là, Courtautoun. Ma vie a changé en 1 minute et demie, là. Moi, j'ai mis une vidéo pour faire rire mes amis de même, là, puis ça a fait le tour... J'étais rendue dans des... Ils prenaient ça, sac de chips, à coût de 100 000 personnes qui... J'ai ouvert une page Courtautoun sur Facebook. Je pensais jamais l'ouvrir. Moi, je faisais une joke à mes amis sur mes pages. J'avais déjà quand même des pages Facebook d'humoristes, du monde qui me connaît en humour, mais là, j'étais obligée d'ouvrir une page. Puis là, j'étais rendue... eux autres, ils avaient 20 000 abonnés à leur page après 3 ans de TV. Moi, 80 000 en dedans de...
Ça a été un fou. C'est devenu fou. viral, tu t'en J'étais attendais partout pas. à la TV. Salut, bonjour, 2 filles le matin, à la radio, c'est quoi? C'est viré fou, là. Excellent. Ouais. Fait que j'avais pas d'inspiration, c'était juste une joke. Puis là, c'est devenu, écoute, j'avais des compagnies, on peut-tu te filmer, on va te suivre avec une GoPro, on va te mettre un logo sur une bouteille d'eau, on va te donner de l'argent. Je dis, mais non, ça sera plus drôle. C'est ça. Ça revient au même principe que Mais moi, si je cours, il j'ai achetait ton contenu. assez l'air de même, je t'ai soufflé, c'est ça que le monde aime. Tu sais, fait que tu iras voir ça, c'est drôle. Oui, oui. Ils Ben, sont encore là sur Facebook. juste sur Facebook? Ben, j'ai commencé sur YouTube, puis j'ai lâché le YouTube. Moi, j'aimais mieux Facebook. Fait que sont toutes sur ma page. Courte Autoune Facebook est encore vivante. Le monde m'écrit tout le temps. C'est là qu'ils prennent mes shows. Mes capsules sont encore vivantes. J'ai des pensées. Ouais, c'est là. Qu'est-ce que tu veux? C'est une fierté que ça soit une réussite intemporelle? C'est une très grande fierté. Parce que là, les gens ont dit, tu devrais sortir ton one-man show là. Vu que là, Courte Autoune est partout. Mais moi, je l'ai fait, le one-woman show, puis je ne veux plus jamais refaire ça. Fait que, non. Y aurait-tu une version, une sous-version d'un one-woman show? Il n'y a rien que tu pourrais... Un 60 minutes? Je vais si j'ai un 60... Oui, je vise un 60 minutes, mais je ne veux plus vivre... Dans ce temps-là, c'était les grosses salles, tu sais, la salle Odyssée, Albert Rousseau, je les ai toutes faites. Moi, là, c'est des petites salles de 100 personnes, 80. Moi, je vais faire ma billetterie, j'aurai personne. Je vais prendre le technicien qui est sur les lieux. Je vais vendre mes billets. Je ne veux plus personne autour de... Je veux plus d'équipe à faire vivre. Parce que si je ne vends pas de billets, ils ne vivent pas. Je veux plus ça. Je veux plus ma vanne avec mon nom. Je veux plus avoir de dépenses. Je veux plus ça. Fait que oui, des 60 minutes dans des petites bars, maintenant, on peut le faire. Je vais aller voir, m'appeler le bar, t'as-tu? Il y en a plein de petits bars, là. Je vais m'autoproduire. Ça, oui. Oui, puis avec les connexions que tu as. Exactement. Mais moi, j'aime ça être seule sur scène 1 heure, mais j'aime beaucoup la formule. Je vais vendre un show avec des humoristes. On va être 4-5, on va arriver chez vous, on va te faire un show. Un beau petit package d'humoristes, là. Ça fait que j'aimerais ça. Ça, j'aime ça. Là, je suis en train de faire des petits projets ici et là. On va mettre en place un projet. J'ai des petits projets en humour que pour je le veux faire. futur, là? Oui, bientôt. Ouais. Dans un futur proche? Ouais. Excellent. Ben, tu vois, tu me fais penser. Ben là, tu connais-tu Plume la Traverse? Ben oui. Ben, il a recommencé à faire des spectacles là, ces dernières années. Puis j'étais allé le voir à Coteau-du-Lac. Puis c'est ça. Comme tu dis, lui aussi, il aimait plus ça faire des grosses salles. Il fait des prestations de moins de 500 spectateurs. Là. Exact. Tu trouves-tu que l'ambiance est différente? Totalement. Oui. Totalement. C'est-tu plus familier? Oui. Il y a une meilleure complicité avec le public? Même moi, la plupart des humoristes, on est meilleurs avec des petites salles. OK. Quand c'est intime, c'est un trip, les grosses salles. Là. C'est un méchant trip, mais il n'y a pas l'intimité d'une petite salle où tu peux décrocher complètement, parler avec ton monde, revenir. C'est pas la même chose. Moi, j'ai plus de fun dans des petites salles. T'étais-tu méthodique ou ça arrivait des fois de faire des petites erreurs puis après ça, tu ris ou... Ah, moi, je suis pas méthodique. Moi, j'improvise, je reviens dans mon texte, je repars. Il y a quelqu'un qui me dérange, je repars, je reviens. Il y a beaucoup d'impro dans le corps qui fait que j'ai la vivacité d'esprit de le faire. Il y en a qui ont un texte, puis s'ils sortent, ils sont perdus. Moi, pas perdu pantoute, là, tu sais. Il y a l'expérience aussi, hein? Fait que... Mais non, je suis pas méthodique. OK. Il n'est pas écrit, mon texte, hein? Fait que, Mais comme tu le dis, tu l'improvises. Tu fais-tu des mots-clés? Je le connais par cœur, mais sauf qu'il peut avoir... Des fois, il y a des nouvelles jokes qui apparaissent pendant un soir. Fait que là, je sors, puis je l'écris, puis je la garde, là, tu sais. Ton cerveau, il est on, là, sur stage. Fait qu'il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. C'est vraiment le fun. Ben oui, c'est un beau talent, ça, là, quand tu y oui, penses. tout à fait. Puis dis-moi donc, je vais mettre un petit peu de côté la carrière, Ouais. les projets personnels. Je vais te poser plus des questions, justement. As-tu des passe-temps que tu aimes, que tu fais à tous les jours, que ce soit des casse-têtes, la télévision? Moi, des casse-têtes. C'est un exemple parmi d'autres. d'autres. Moi, je bouge. Hein, fait que moi, j'aime ça. Je lis. Ça c'est pas pire. Je lis. J'ai un casque virtuel. OK. Je m'entraîne avec un virtuel. Mais ça, c'est le fun. T'as-tu ça, un casque virtuel? Ben, tu t'en vas dans une autre réalité, c'est Complètement. ça? OK. Un casque de réalité virtuelle, ça, c'est ma nouvelle passion. Fait que je fais de la boxe avec ça, je suis dans le désert. J'enlève ça, je sais plus ce que je fais. Ça, c'est le fun. J'ai un petit chien, un chien saucisse. Je vais marcher en montagne. Il faut que je sois dehors. Dehors. La nature. Je fais du paddleboard l'été. Je vais dans le bois l'hiver. J'aime ça. J'aime beaucoup écouter la télé, des documentaires. OK.
pour décrocher, j'ai besoin d'écouter la télé. Fait que mon cerveau pense à... J'embarque, là, tu sais. Puis j'ai une passion sur tous les meurtriers. OK. Une passion folle, là. Les true crime, là? Toutes les true crime. Moi, là, j'étais allée à Alcatraz juste pour aller voir la fameuse cellule où il est parti dans le trou, puis on n'a jamais retrouvé. Il fallait que j'aille voir cette cellule-là. Là. OK. Al Capone, tout ça. Ouais. Ça, Puis- c'est une passion, par exemple. Mais c'est une passion documentaire. Si, Ouais. si c'est fictionnel, tu sais, mettons un film ou est-ce que... Ben, Comme je Hannibal Lecter, ça, c'est... Oui, je vais l'écouter. OK. J'aime ça, mais j'aime les vrais crimes. OK. Moi, Dahmer, là, j'ai capoté. Là. Ah oui? Jeffrey Dahmer, là, c'est un être humain qui existe. Là. Ça a existé. Là. Je sais pas si tu connais Jeffrey Dahmer. Ouais, ben c'est ça, c'est le comportement Ouais. t'intrigue plutôt. Ça là. m'intrigue, c'est sûr, c'est tellement loin de moi. Fait que ça, c'est vraiment une passion. Là. J'écoute des podcasts, des nuits de temps en anglais là-dessus. Là. Puis t'as dit Jeffrey Dahmer, t'as-tu, ben là je veux dire un autre meurtrier populaire que t'aimes, y en a-tu un Ben, que spécifiquement j'aime. t'adores? Qui te pas passionne, là, ça sonne cruel, mais Ouais, mais c'est ça, qui c'est ça. t'intrigue vraiment, c'est Ben, vraiment le mot intrigue. Jeffrey Dahmer, c'est probablement un des tops. C'est un des tops qui m'a troublé, là. Mais sinon, il y en a quelques-uns qui m'ont troublé, comme Lacey, le mari parfait qui revient puis qui fait où ma femme, c'est lui qui l'a tué dans le lac, mais tout allait bien. Ça, c'est fucké aussi, là. Ou la petite Petito, là, Gabrielle Petito, là, qui part avec sa vanne puis son chum, puis qu'il a tue dans le bois. Tu sais, du monde comme moi puis toi, là, puis il vire fou puis il a tue, ça, c'est une autre affaire, là. Tu dis ça, il en parlait un matin à la radio. De Petito? Ben, ça se peut-tu que quand il est revenu, c'est ça, avec la vanne, sa Ouais. copine n'était plus là, Ben, plus là. puis ses parents n'ont pas voulu collaborer, puis il y avait Collard, déjà un avocat. pas en tout, Il en parlait un matin à la OK, radio. OK. Ben, parce que là, ils ont sorti la série sur Gabriel Petito à Netflix cette semaine ou la semaine passée. OK, Mais moi, je le suivais live, là. OK. Il la cherchait, là. Puis là, ben, hop, on l'a trouvé, lui. Puis là, puis il est chez ses parents. Moi, je le suivais aux États-Unis. Il était aux nouvelles, là, tu sais. Fait que quand je capotais, là. Ben ça devait être... Je pense qu'il faisait la promotion de ça, justement. Ouais. C'était la chronique Ouais. divertissement. Puis t'aimes-tu tout ce qui est meurtre et mystère, tu sais, qui est plus fictionnel à la Agatha Christie? Ou... Tu veux dire le lire? Ben, ça peut être le lire ou même, tu sais... Je joue pas à Meurtre et Mystère. Non, mais tu sais, que ce soit des films aussi, meurtre et mystère. Ouais, ben, je ne lis que de la violence. OK. Je ne lis que ça. Ma lecture, c'est de la violence. Je sais que c'est bizarre, là. Puis, À la Patrick Sénécal? Patrick Sénécal, je les ai toutes lues. Mais là, du Chatham, je vais le lire. Ouais, c'est ça. Ça me prend pas des meurtres, mais ouais, du mystère, des disparus, des enlèvements, des meurtriers en série. J'adore ça. Du gore. Ben, c'est un terme, Ouais. c'est ça. OK. T'aimes-tu, je vais dire un slasher, tu sais quoi? Non? T'as-tu déjà vu, mettons, ben que ça soit... Là, c'est des vieux films d'horreur, là, tu sais, à la Freddy Krueger, Ouais. ou sinon Ouais. à la Scream. Tu sais, Ouais. c'est des gens visés, là, Oui, qui oui, disparaissent. ben, Michael Myers, Ouais, exact. Freddy, moins, je OK. dirais, moins ça. Ça, c'est de l'horreur. C'est ça, c'est plus fictionnel. Moi, je suis pas très... tu sais, suspense, oui, mais ça, moins, OK, je dirais. parfait. Mais The Shining, mettons, ça, c'est le top. Ah oui? T'as-tu Un des aimé? meilleurs. Ben, c'est un des meilleurs films d'horreur, là, avec lui, là, Nicholson. Ouais. Je suis pas capable de regarder sa face depuis ce film-là, qui a filmé dans les années 70. OK. Moi, je vois juste le malade mental, là. Ah oui? Il y a un acteur extraordinaire. The Shining, c'est un classique fou, je pense que tout le monde devrait regarder. Là. Mhm. Il y a- Tu vois, en cinéma, ou en tout cas sur les rubriques de cinéphiles, c'est Texas Chainsaw Massacre, qui est un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés. Puis, tu sais, c'est avec la Ouais, thématique de l'époque. Là. Je le connais, là, mais Oui, c'est ok. pas mon meilleur. Tu sais, moi, Psycho va passer avant ça. Ah, là. ben oui, de Hitchcock, là, pas sur refait. Ben, Hitchcock, celui avec sa mère dans la fenêtre, là. Oui. Mais ils en ont refait une version en Il en a 90. fait beaucoup. Beaucoup. Mais moi, je te parle Le classique. le classique, avec le motel en bas, là. Oui. Pour moi, ça s'abat le Chainsaw, là. Ben oui, absolument. Après ça, il y a eu les paranormales activités, que moi, j'aime beaucoup ça aussi. OK. Les as-tu vus, les 4? J'ai vu les parodies
de non, non. films de peur. Non, là. non. Non, faut que tu regardes Je les suis vrais. pas, non, je suis pas quelqu'un qui aime l'horreur. Je vais écouter les vieux films d'horreur pour justement Oui, parce que tu le regardes avec. Ouais, toi, tu le regardes avec un œil de... cinéphile, ben c'est oui, ça. tout Mais à fait. non, Moi, je regarde pas ça. quand vient le temps que c'est gore ou des films de série B avec des acteurs pas connus, ou ça fait juste crier ou c'est juste pour Non, montrer ça fait du pas sang. ça. Là. Ouais, Ça non, m'intéresse mais pas. ça, c'est comme moi. Mais c'est ça, Massacre à la scie, là. La quoi? Ton massacre Oui, Texas. oui. La massacre à C'est de tronçonneuse. ça, moi, des affaires de même, là, que la tête part, puis ça m'intéresse 0. Mais dans le premier film, c'est parce que dans les années 70, il y avait un certain code aux États-Unis qui devait respecter, pas de violence, pas de sexe. Fait que c'est violent, mais c'est un peu comme Psycho. Quand elle se fait poignarder dans la douche, on voit jamais le couteau. C'est juste avec la technique du montage, on a l'impression que c'est nous autres mêmes qui se faisons... mais c'est encore meilleur, Ben oui. si tu veux mon avis. Moins que t'en vois, plus c'est épeurant, là. Ton imagination embarque, là. C'est exactement ça qu'ils nous disent. Puis je vois qu'on a approche fini, de la ouais. fin. T'es-tu quelqu'un qui aime la musique? Oh mon Dieu, si j'aime la musique. Mais... T'as-tu un artiste en particulier? Non, j'écoute tout. Moi, j'ai des speakers partout dans la maison, même dans la salle de bain. OK. Sonos, là, partout. J'ai ça. J'ai mon Spotify, mes listes, mes playlists. Tout le monde m'appelle. On a souper, amène tes playlists. Là, on a playlist party, souper, country, tout le kit. En français, franco-nostalgie, du rock. Ah oui, donc j'adore ça. Tu vas-tu faire le même principe en cinéma? T'as-tu un bon système de son quand t'écoutes un film ou un Oui, documentaire? ben oui. Premièrement, si j'écoute un film, tout est noir chez nous. Ah, OK, ouais. Il n'y a pas un bruit. Si c'est un chip, je vais te tuer si j'entends un bruit de sac de chips. Je ne vais pas au cinéma à cause de ça. Non? OK. Non, le monde qui joue avec le sac de popcorn puis de le coke, là, qui a de la glace, puis ils font pendant le film, puis là, ils brassent, là, je pourrais tuer. Je pourrais aller en prison. Tu comprends-tu? Il faut que je sois dans... Mais j'écoute ça fort, en plus. OK. Et que j'aime ça. Parfait. C'est bon, des films. Fait que dans le... Puis, tu sais, pas Ouais. rapidement. Ben oui, prends ton temps, rapidement. là, mais un irrésistible, tu sais, j'appelle ça un péché mignon. C'est quelque chose que tu peux pas te passer. Ben... À part des millimélos. C'est quoi un millimélo? Des millimélos, c'est des petits sacs de chips. S'il y a des petits ronds, des petits carrés, des prédules, des affaires, ça s'appelle des millimélos. Ah oui, c'est ça, là, t'as plusieurs non, mais affaires. je sais pas. Non, je sais pas quoi répondre à ça. J'ai-tu un petit péché mignon? Ben, c'est sûr, je vais penser à ça dans ton tour, mais je vais dire, ben oui, tu sais. Tu vas me rappeler. Ben, je sais pas. Tu sais quoi, toi? Mettons? Moi, j'aime beaucoup, ben, si on est dans les collations, j'aime beaucoup, tu sais, voyons, c'est Fritos, mais sont ronds. puis Les sont... rigolos? Non, c'est pas les rigolos, c'est l'autre, mais Les fritos ronds au exact, barbecue. au barbecue. Sont Moi, écœurants. j'adore ça. Tu sais, c'est vraiment, puis il y en a en cornet, mais la saveur est pas pareille. Hein, un cornet? Ouais, Ça, c'est j'ai pas le vu même ça. principe. Ah oui! Excusez. C'est- Je l'ai vu. Oui. J'ai jamais goûté. C'est pas aussi bon Non. que sur Mais barbecue. quand tu parles de péché mignon, tu parles de la petite bouffe. Ben oui, tu sais, moi, ça répète ça, des Sinon, films. c'est quoi, toi, tes péchés mignons? Ben moi, j'aime beaucoup les films. Tu sais, je suis un cinéphile c'est quoi? dans l'âme. Ben là, j'ai vu récemment... Quel beau film j'ai vu récemment? Ben, Anora, tu sais qu'il a gagné la Palme d'Or cette année. Ça te dit rien? Tu sais, ben là, avec Y a-tu des meurtres? Non. Non, c'est ça. C'est un film d'auteur. Oui, c'est ça. Toi, t'es ailleurs, là, dans les films. Mais j'ai des recommandations pour toi. Ah ouais? Ouais. Quoi? Dans les années 70, il y avait beaucoup ça, là, la thématique des meurtres. Je peux te conseiller Herzog, qui est un cinéaste allemand. Il s'est toujours amusé à faire quelque chose en lien avec... il y a un très beau documentaire, Into the Abyss, qui est en lien avec la peine de mort aux États-Unis. Oh, Ouais. ça, c'est intéressant. Parce que c'est deux... Ben là, je te l'expliquerai Hors honte. en hors onde, là. Mais c'est bientôt... L'émission est terminée. On se rejoint la semaine prochaine.